Bonjour, nous sommes le samedi 8 février 2020 et je vais appeler ma vidéo le- la fragilité navrante de nos sociétés. Il y a un article voilà, que je viens de lire, c'est une dépêche de l'agence France Presse qui rapporte les propos d'un certain nombre de scientifiques qui nous disent qu'il ne faut pas oublier que les risques de l'environnement ne sont pas des risques qui sont indépendants les uns des autres, et qui pourraient se cumuler, que l'un pourrait entraîner l'autre. Et ce qui n'est pas mentionné dans cet article, ce sont les dangers, les risques sociétaux qui pourraient se combiner avec ce qui est mentionné là, du point de vue purement processus naturel. Vous connaissez sans doute maintenant le nom du docteur Li Wenliang. C'est ophtalmologue chinois qui avait lancé l'alerte sur l'épidémie des premiers cas de coronavirus récemment et qu'on avait commencé bien entendu par sanctionner. Parce qu'il diffusait bien entendu des nouvelles alarmantes qui ne sont pas bonnes pour la société. Alors la Chine, voilà, c'est un pays où on étouffe dans l'œuf euh, les mauvaises nouvelles. Alors, du coup, le problème, c'est que la Chine est en difficulté maintenant. Il y a des gens qui protestent, il y a des appels à la démocratie, à la libération de l'information sur l'Internet. Et en face de ça, nous avons un pays où les États-Unis, où on n'interdit pas les rumeurs, et du coup, on a droit à un président qui est un apprenti dictateur. Enfin, quand je dis apprenti, maintenant il est déjà bien rodé. Il vient de passer pas mal il vient de sauter pas mal de haies. Et en particulier, il a tiré parti voilà, d'une des fragilités majeures de nos sociétés, c'est-à-dire le dévoiement des parlementaires qui mettent leur réélection au premier rang des priorités et qui sacrifient tout le reste, tout ce qu'ils ont pu, le serment qu'ils ont pu prêter, et ainsi de suite, à l'intérêt général, n'en parlons même pas, au désir d'être réélu. euh, Aristote dit qu'il ne faut jamais juger cas, à partir seulement d'un cas particulier. On peut faire ça dans la conversation quotidienne, mais pas dans un véritable raisonnement. Moi personnellement, j'ai eu deux conversations candides avec des élus et c'est peu, c'est un très petit échantillon. Mais le raisonnement qui m'ont tenu sur pourquoi on fait passer sa réélection par-dessus toute autre préoccupation, le raisonnement produit indépendamment par deux personnes était quand même extrêmement convaincant et je ne serais pas étonné qu'un échantillon plus large, valable d'un point de vue purement statistique, qui permettrait d'extrapoler comme une règle générale, ne vienne confirmer ce genre de raisonnement. Ça a été un débat entre Vincent Burnand-Galpin et moi quand on a rédigé ce livre qui va paraître bientôt, Sauver le genre humain, s'il fallait mentionner ça ou non. Vous allez voir, ça va se trouver quand même dans le livre. C'est la fragilité de nos systèmes. On veut peut-être raisonnablement empêcher les rumeurs de se répandre. Et il y a des abus, bien entendu. Du coup, on fait taire les gens qui lancent des véritables alertes. Ou bien on laisse chacun crier de son côté. Et ça produit des effets d'emballement. Les informations les plus stupides, les plus dangereuses, les plus pernicieuses se répandent comme une traînée de poudre. J'avais rappelé à Florence, quand on m'a demandé de parler de la vérité, que d'une certaine manière, Facebook avait provoqué une catastrophe en essayant de protéger la population américaine contre contre de fausses nouvelles, des fake news, contre de la propagande diffusée à partir de la Russie. Et donc on avait resserré les conversations. On empêchait que les conversations de petits groupes soient bombardées par de l'information extérieure.
Et du coup, on avait favorisé l'information qui circulait à l'intérieur des groupes. Et cela, on a provoqué une catastrophe parce que les rumeurs les plus invraisemblables, du coup, prennent un envol, des gens dont l'information est limitée au fait que le petit groupe de leurs camarades répète la même chose. Ça grossit, puis finalement ça se répand dans le monde extérieur. Donc, la Chine fragile en ce moment à cause de cette affaire, non seulement l'épidémie elle-même, dont on ne connaît pas encore les limites, et surtout ça ne va pas rester, on le sait déjà, ça ne reste pas à l'intérieur du territoire chinois. Alors mettre en quarantaine tous les gens dont on suspecte qu'ils ont peut-être été en contact, etc., les gens qui sont testés positifs, alors de retrouver tous les gens qu'ils ont rencontrés, tout ça c'est très très difficile à organiser, et tout ça dépend évidemment de la virulence du nouveau virus. Pourquoi nouveau? Parce qu'il a sauté la frontière d'une espèce à l'autre, peut-être du pangolin, nous dit-on cette fois-ci. Comme ça aurait été le cas d'ailleurs dans un cas précédent, celui du SARS, dont le nombre de morts est désormais dépassé par ce nouveau coronavirus. Donc, alors, les contre-pouvoirs, regardons aux États-Unis, les contre-pouvoirs. Contre-pouvoir, c'était à l'aventure dictatoriale de Trump, c'était les chambres. Et là, justement, comment dire, cette application des parlementaires à se faire élire a fait capoter cela, donc le contre-pouvoir n'a pas joué, Trump est toujours là, et comme on le connaît, non seulement il est triomphant, mais il va chercher à se venger. C'est pas un dictateur comme un autre. Enfin, si, plutôt, c'est un dictateur comme un autre. Il va d'abord chercher à se venger de ceux qui l'ont mis en accusation. Donc, ceux qui étaient déjà des héros risquent de devenir des véritables martyrs. On va suivre ça de près. Est-ce que ça va bon. Alors, le contre-pouvoir aussi, c'est évidemment qu'on élise quelqu'un d'autre contre Trump. Et là, vous avez peut-être vu déconfiture absolue du côté démocrate. D'abord parce que le candidat qui était en tête, Joe Biden, est celui qui a véritablement fait capoter la stratégie démocrate. Et ça, je l'ai rappelé à quelqu'un qui me disait, vous n'avez pas vu venir, sur le blog, il m'a dit, vous n'avez pas vu venir ça. Et si, et en fait, je l'ai même vu avant tout le monde, ce qui l'a empêché probablement de le voir. Dès qu'il a été question d'utiliser comme article pour l'impeachment cette affaire d'Ukraine, j'ai dit, les démocrates sont là avec un boulet qui est le fait l'implication de Biden, d'abord de lui-même à l'égard de l'Ukraine, dans une enquête probablement justifiée contre la corruption là-bas. Mais quand on fait ça, quand on lutte contre la corruption dans un pays au nom de valeurs supérieures et qu'on laisse son fils, qui n'a aucun talent particulier, recevoir des jetons de présence de $50 000 tous les mois dans ce pays, il faut vraiment être stupide. Et ça, les électeurs démocrates, lors de la primaire dans l'État d'Iowa, ils l'ont compris. Monsieur Joe Biden est loin derrière, il est perdu comme candidat. Il caracolait en tête parce qu'il avait été vice-président d'Obama, où il avait laissé un souvenir, je dirais, mitigé, mais pas catastrophique. Et là, en plus, quand on avait dit il faudra faire venir des témoins, il avait dit ah mais pas question que moi je vienne, ni mon fils, etc. Donc il avait participé à la déconfiture du Parti démocrate. Et alors là, dans ce truc de Iowa, qu'est-ce que c'est ce truc d'Iowa avec un caucus et puis avec des délégués et des machins comme ça? C'est ce vieux machin américain, mais qui existe aussi ailleurs, de favoriser les campagnes vis-à-vis des villes. Pourquoi? C'est un vieux truc classique des pouvoirs conservateurs. Les campagnes sont plus conservatrices que les villes, donc on va les favoriser sous des prétextes quelconques. Aux États-Unis, c'est parce qu'il faut il faut représenter tous les États, et donc il y en a pratiquement où il n'y a personne, comme l'Alaska ou le Dakota du Nord ou le Dakota du Sud, donc on les représente quand même. Donc il y a des gens là avec des opinions extrêmement conservatrices dont le poids va jouer.
Résultat, c'est que monsieur Buttigieg est considéré comme dont personne n'avait jamais entendu parler lors des débats précédents, se retrouve en tête des délégués, bien qu'il n'ait pas eu le maximum, le vote majoritaire dans l'État d'Iowa, qui est revenu à M. Bernie Sanders, mais parce qu'il y a un problème de délégation comme ça, encore à l'intérieur. Tout ça, vous savez, bon, c'est ça qui avait fait aussi que Mme Hillary Clinton n'avait pas été nommée. Elle avait plus de voix, tout le monde sait qu'elle avait, sauf il y a M. Trump qui continue à prétendre le contraire, elle a eu plus de voix, mais par le système de délégation des différents États, etc., pour représenter davantage les populations rurales que les populations urbaines. Ça a toujours été comme ça, hein. Les villes, les gens des villes sont considérés comme dangereux. Aux Pays-Bas, pourquoi est-ce qu'on a déplacé la capitale d'Amsterdam à La Haye? Parce que La Haye, c'était une ville de gros bourgeois et que Amsterdam, c'était une ville de contestation permanente avec tout le temps des barricades et des machins et des anarchistes d'un côté et les socialistes de l'autre et les communistes sur le tas. On préfère les endroits où les gens vont voter de manière conservatrice. Donc, la Chine, pas en très bon état ce matin. Les États-Unis, catastrophiques. Voilà, les contre-pouvoirs n'ont absolument pas joué. On est en situation extrêmement difficile avec un président qui va plus se sentir et qui nomme à l'ordre du mérite Monsieur Rush Limbaugh. Monsieur Rush Limbaugh, c'est un fou furieux, un propagandiste d'extrême droite qui est tout le temps le juron à la bouche dans ses programmes complotistes. Et Monsieur Trump vient de le nommer à l'ordre du mérite aux côtés de Rosa Parks qui avait participé de manière extrêmement courageuse à la déségrégation des États-Unis, les grands héros, voilà, les grands héros de la démocratie des États-Unis se voient rejoints par les pires ennemis de la démocratie grâce au président qu'ils ont élu, même si c'est pas avec une majorité, et qui risque évidemment de se représenter, et vu l'état de déliquescence de l'électorat et du système électoral, qui risque de repasser une seconde fois. Alors là, on est bien. Il y a des gens qui sourient à ce propos-là. Non, le risque de conflagration généralisée, de guerre thermonucléaire est multiplié par 5, pas au 10, pas au 100 par la présence de M. Trump. Les gens qui s'occupent de la doomsday clock, les gens qui font ce calcul du danger que l'espèce humaine court, et qui avaient déjà avancé l'horloge de manière tout à fait significative lors de l'élection de M. Trump, ou encore avancer les secondes, vu sa présence et la manière dont il se conduit. Bon, ça c'est absolument une évaluation tout à fait raisonnable. Alors qu'est-ce qu'on a encore vous avez peut-être vu, je me suis trouvé à France Info TV l'autre jour, et on me demande que pensez-vous du raisonnement suivant de monsieur Emmanuel Macron. Bon, et j'ai dit, dans mon souvenir, ce raisonnement est faux. Et en réfléchissant, j'ai encore été très aimable, parce qu'il ne s'agissait absolument pas d'un raisonnement, il s'agissait simplement d'un extrait de la propagande des milieux d'affaires. Le nom de raisonnement est tout à fait, je dirais, usurpé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai soupiré. Et j'ai dit, ça fait quand même un moment, j'ai dit que monsieur Piketty explique comment ce genre de choses fonctionne. Si vous n'avez pas vu ça, la vidéo est en ligne quelque part. Le risque, il est celui d'une multiplication des risques individuels localisés. Tout ça, ce qui se passe en Chine peut faire s'effondrer entièrement le système des échanges de la Chine avec le monde extérieur. Les bourses qui n'attendent qu'une occasion de dégringoler pour se retrouver à des niveaux qui soient des niveaux raisonnables par rapport à la valeur effective des entreprises peut suivre. Un risque
un risque lié à l'environnement comme un risque climatique peut conduire à des pertes que les assureurs et les réassureurs n'auraient pas tenu en compte parce que les méthodes n'existent plus. Je vais revenir là-dessus dans plusieurs articles qui vont être publiés. Déjà, regardez, en 2008, on savait comment calculer le risque par rapport à ce qui s'était passé. Le risque qui s'est matérialisé, ça a été essentiellement, pourquoi est-ce qu'il a été des montants beaucoup plus élevés? Parce qu'il y a eu ils se sont combinés entre eux. C'est la même histoire que Fukushima, où les ingénieurs vous calculent le risque associé à un tsunami et le risque associé à un tremblement de terre, et sans tenir compte du fait qu'en général les tsunamis sont provoqués par des tremblements de terre, qu'il faudrait donc regarder le problème comme un problème général. Ça on fait pas, voilà. Souvent parce que ça relève de disciplines différentes et que on a beau vous parler de. Vous avez déjà participé à une réunion où, dans la meilleure intention du monde, on a dit, voilà, on va faire ça un truc multidisciplinaire. Alors, on va prendre un géographe, on va prendre un historien, on va prendre un philosophe, et comme ça, on va pouvoir vous expliquer comment ça marche véritablement. Pourquoi? Parce que les géographes vont apporter une information que les historiens ne connaissent pas. Et inversement, et même chose pour les philosophes, ils auront pensé à quelque chose, etc. Sauf que les physiciens vous expliquent le monde entièrement selon eux, selon le principe de la physique, que les chimistes peuvent vous expliquer le monde entièrement sans se préoccuper de ce que disent les physiciens, que les géologues vont vous expliquer ceci ou cela. C'est Oresques et j'oublie Conway, l'autre auteur, dans Les Marchands de doute, qui nous montre que dans les problèmes de la couche d'ozone, les gens qui réfléchissaient sur les nuages à basse altitude et ceux qui pensaient à la stratosphère, ils se connaissaient même pas et qu'ils raisonnaient de manière tout à fait indépendante. Ça marche pas le pluridisciplinaire ou le multidisciplinaire. Chacun a une conception complètement impérialiste du monde et va vous expliquer entièrement le monde sans avoir besoin de ces crétins d'historiens, de géographes, etc. Nous, on sait tout comment ça marche. Il n'y a que peut-être que dans les sciences humaines qu'on a une certaine modestie et que quand on veut parler d'histoire des sciences, on est obligé de regarder l'histoire de chacune séparément pour en parler au reste du monde. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un monde où les risques naturels peuvent faire s'écrouler la bourse. Les gens qui ont, on verra ça comme avant, les gens à qui on demande des appels de marge, c'est-à-dire de réalimenter leur compte, comme ils n'ont pas l'argent, ils vont devoir vendre quelque chose. Comme ils n'ont pas le temps d'attendre, ils vont le revendre à la casse. Ça va déprimer les prix sur ce marché où les gens vont vendre des trucs à la casse pour pouvoir payer les marges dans un autre marché. Or, tous ces titres qui vont perdre de valeur, ils étaient déposés quelque part comme étant le collatéral d'un prêt ou d'un emprunt qui avait été fait. Tout ce machin est d'une fragilité extraordinaire. Tout ça s'effondre d'un seul coup. Tout ce qui est garanti par quelque chose dont vous disiez que ça valait énormément et qu'on l'a mis on l'a mis en gage. Ceux qui ont ça comme gage et qui vont voir que ça vaut plus rien vont dire écoutez, ça vaut plus rien. C'est Aglietta, je crois, Michel Aglietta, qui a attiré l'attention l'autre jour sur ce fait-là. Je voulais en dire encore autre chose, mais ça m'échappe. Tout ça est lié, tout ça d'une fragilité consternante et le problème, c'est que on va pas avoir un grand risque qui va se manifester quelque part, on va avoir plusieurs risques et qu'est-ce qui va provoquer un effondrement généralisé? C'est la combinaison de tout ça, parce que chaque partie de cela va entraîner le reste avec soi. C'est pas une bonne nouvelle, mais c'était connu. Plus un système est complexe, plus sa fragilité augmente parce que plus il y a d'éléments qui sont susceptibles d'entraîner une catastrophe non seulement localement, mais que cette catastrophe se diffuse et
déclenche une catastrophe à un autre endroit. L'image qui m'était venue en 2008, c'était un champ de mine, j'avais appelé ça un de mes billets, un champ de mine à l'infini, parce que effectivement, là, il y a plein d'endroits où ça peut exploser et par diffusion, en fait, si ça explose à un endroit, ça va déclencher des explosions à d'autres endroits. Donc, comme je le dis depuis un certain temps, l'effondrement, c'est pas un truc abstrait, c'est pas un truc d'ordre théorique, c'est qui se passerait voilà comme ça comme au cinéma, comme un dessin animé. C'est quelque chose qui apparaît à différents endroits. Et les points se relient et l'ensemble se fragilise de plus en plus. Et là, aujourd'hui, samedi matin, on a un système mondial extrêmement fragile et dont les fragilités apparaissent en surface. Voilà, allez, à bientôt.